On va voir un petit peu, pour ne pas perdre de temps, la troisième conférence. Donc voilà, l'intitulé de la conférence, c'est un petit peu l'assimilation et le rallye médical. C'est un terme que peu, y compris en Europe, savent ce que c'est. Et à travers ça, je vais parler un petit peu de la naissance de l'assimilation dans notre pays, comment que les choses se sont mises en place progressivement. Donc, mon premier contact avec l'assimilation remonte à 1977. Je n'exagère pas, ça veut dire que j'avais 18 ans ou 19 ans. Je faisais ma licence de pilote à l'époque, et c'est là où j'ai entendu parler des simulateurs. Ça a été un plaisir pour moi, avec beaucoup d'enthousiasme à l'époque, pour aller voir le simulateur de l'Algérie pour les pilotes. Par la suite, il y a eu d'autres événements qui ont fait que je me suis un petit peu intéressé à ces mannequins en étant moniteur fédéral de sauvetage secourisme. Donc on utilisait énormément les mannequins, et surtout pour le sauvetage, vous savez, les anciens mannequins lourds qu'on devait ramener à la surface. Et progressivement, les choses se sont... quand j'ai fait mes études de médecine, j'étais à l'hôpital Mustapha, et on avait un petit peu commencé à acquérir quelques mannequins. À l'époque, c'était la Périne. Malheureusement, ils ont été sous-utilisés. Et progressivement, de fil en aiguille, les choses se sont développées. Aujourd'hui, je suis très très content de savoir que pratiquement toutes les facultés, particulièrement Alger, Tlemcen et peut-être Mostagana, mais éventuellement Annaba, ont réussi à développer leur centre de simulation. Ensuite, pour être un petit peu professionnel, ça a commencé avec en 2000. En 2000, j'ai bénéficié d'un stage au Japon, et c'est là où j'ai commencé un petit peu à percevoir toutes les facettes de la simulation, parce que, vous savez, c'est un pays où on utilise énormément l'informatique et les jeux, et ils ont poussé les applications le plus loin possible. Donc, de là, après, j'ai eu une expérience en Afrique du Sud, en Afrique concernant la simulation particulièrement, je suis un petit peu versé dans le préhospitalier et les catastrophes. Et donc, tout ce qui est chimie, NRBC, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, le premier mannequin qu'on a eu ici à Bjaya, c'était en 2012. Le Simman 3G, un mannequin qui nous permettait de faire énormément de choses. Et puis, entre-temps, il y a eu l'acquisition. Ça a été cité un petit peu partout dans les autres, y compris une centrale pour l'Anjou et tout ça. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les choses, comment qu'elles se mettent en place. Et puis, moi, j'aime bien quand même, quand je fais mes cours, la simulation en elle-même n'est qu'un outil. C'est pour ça que je dis il faut intégrer un programme pour que ce soit passionnant. On va l'intégrer probablement dans toute la graduation, la post-graduation, en formation médicale continue, mais il faudrait que ce soit autour de quelque chose, d'un sujet, pour que l'étudiant soit capté. Et je m'exprimerai différemment. L'exemple est cette plaque-là. Elle est ancienne, ça date des années 60. Et regardez aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé. En 1960, dans leur CHU, en prenant comme polytraumatisé, la prise en charge du polytraumatisé, il y a 25,6% de décès à la première heure. Dans les équivalents des EPH, plus de la moitié des polytraumes décédaient la première heure. Ensuite, on a formé des gens. Une formation qualifiante, c'est le Pre-Hospital Trauma Life Support, en utilisant de plus en plus la simulation. Au fur et à mesure des années, ils ont inclus la simulation dans leur programme. Et puis, ils ont fait une deuxième étude dans les années 80, et vous voyez là où ils avaient 25% de décès, ils sont descendus à moins de 1%. Aujourd'hui, ils sont à 0,2% de décès la première heure polytraumatisés arrivés en salle de déchocage. Et les hôpitaux où ils avaient 51% de décès, les hôpitaux périphériques, ont eu 20%. Ça a été toute une histoire, il y a 100 livres.
C'est un chirurgien un chirurgien viscéraliste qui a fait un accident. Il pensait qu'il était le plus grave parce qu'il se souvenait que c'était sa femme et ses filles qui l'ont un accident d'avion entre le Canada et les États-Unis. C'est ses propres enfants et sa femme qui l'ont retiré. Et à son réveil, il apprend quelques semaines après, il apprend que sa femme et ses deux fils sont décédés. Et c'est toute une quête de sa vie. Il va essayer de comprendre pourquoi lui, qui était soi-disant plus grave, il s'en est tiré. Lui, il a été ramené directement dans un CHU parce qu'on voyait beaucoup de sang. Et les autres avaient probablement, c'est ce qu'il dit, des traumatismes des organes pleins qui sont passés inaperçus. Et classiquement, c'est ce qui arrive, y compris dans nos hôpitaux. Bref. Donc voilà un petit peu le... Ensuite, j'ai commencé cette étude. Elle est déjà ancienne, très ancienne. Mais vous voyez que j'ai pris des médecins généralistes, c'est-à-dire des médecins qui étaient déjà formés, qui sont sortis, qui sont passés par le cursus classique, dans lequel nous avons tous eu notre formation. Et puis je leur faisais des formations de 10 jours, adaptées à leurs problèmes dans le désert, en milieu isolé. C'est tout un programme qui a été contacté. Et puis je faisais on a fait une première étude, une première évaluation. Et le plus important est que ce qui me... D'abord, il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation objective et les mannequins procéduraux ou de troisième génération permettent parfaitement parce que l'étudiant aura la note, aura le compte-rendu de son action au fur et à mesure. Et puis il y a une évaluation subjective, le trait bleu qui est là, et vous voyez la majorité, là on a fait un pré-test et un post-test pour l'évaluation objective. Quand ils arrivent, ils font le pré-test, ils ont 3 en moyenne, donc, et à la fin de la formation de 10 jours, la majorité a eu 18. Donc il y a eu une progression très nette. La deuxième chose, c'est qu'on leur demande d'évaluer la formation. Et au début, ils ne savaient pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, ils commençaient à avoir une idée, ils s'intégraient parfaitement. Et à la fin, ils ont évalué à 9 leur progression dans les connaissances concernant le sujet. Vous connaissez tous l'étude AS qui a été menée il y a déjà quelques années où ils ont mis en exergue la simulation en disant que voilà, ça nous permettait de diminuer les incidences et les risques en pratique médicale, les fautes médicales. Réduction de 60%, ce n'est pas rien du tout, c'est très significatif. Et surtout, c'est l'acquisition des compétences avérées, contrôlées. Voilà, je vous donne ça, c'est ce qui m'interpelle le plus, pour ma part. Dans le domaine de l'aviation qui ont pris énormément d'avance, ils sont très procéduriers dans leur domaine. Et vous avez ce qui doit attirer notre attention, nous avons, ça c'est aux États-Unis, un incident pour 1 million de passagers. Alors que concernant la médecine, il y a un incident pour 10 malades. C'est pour vous dire les efforts qui sont à fournir pour essayer d'arriver, je ne dirais pas à l'excellence, mais à une situation beaucoup plus acceptable. Et c'est vrai, et nous le constatons au quotidien. Donc, le problème de l'aviation, c'est que dès le départ, ils ont mis des qualifications. Personne ne fait rien sans passer par une qualification. On ne peut pas vous autoriser à passer d'un avion à un autre ou faire une procédure à une autre sans qu'un expert vous donne cette qualification. Après c'est l'application des procédures et protocoles, ce qui est valable pour nous aussi. Ça, tout le monde l'a dit. Pour nous, ça y est, on a compris ça. On ne peut plus utiliser un malade comme un cobaye pour essayer, quand je commençais à faire mes études de médecine, le malade, pratiquement, on n'avait rien à dire. On faisait ce qu'on voulait sur le malade et c'était pas ce qu'on voulait, entre guillemets, bien sûr. D'accord? Donc aujourd'hui, non, c'est un malade qui est vivant, qui réagit. Il faut respecter son intégrité physique et surtout ne pas lui porter de préjudice. Il ne peut pas rentrer en bonne santé, plus ou moins en bonne santé, et sortir avec des complications. Et
en arrière-plan les infections nosocomiales. Un centre de simulation médicale, c'est quoi? C'est d'abord regrouper sur un même site toutes les étapes d'apprentissage, ça a été dit par mes prédécesseurs, d'apprendre à maîtriser les gestes techniques pour les reproduire en toute confiance lors d'une situation réelle, d'intégrer le raisonnement clinique, et ça c'est le plus important, réfléchir à un incident qui peut survenir, intégrer la prise de décision et évaluer le bien fondé, c'est-à-dire savoir que ce que nous allons faire va ramener un plus, va améliorer la situation du malade. Et surtout d'être actif dans des situations urgentes, particulièrement en préhospitalier, sans jamais être dangereux ni pour soi ni pour le malade, parce que là, il y a des acteurs qui rentrent en jeu. Ces simulateurs, et ça a été dit par mes collègues, nous permettent de répéter autant de fois que nécessaire le geste jusqu'à la perfection à la limite, d'évaluer l'apprenant de façon quantitative et quantitative. On vient de vous parler des Écosses. Il y a d'autres méthodes d'évaluation, de créer différents scénarios, gérer le stress du médecin lors des situations critiques, par exemple sur le mannequin de 3e génération, le moniteur qui est derrière l'écran va créer des incidents et voir la réaction du médecin, de l'étudiant, de l'apprenant, comment qu'il va réagir. S'il n'arrive pas à réagir, il y a toujours un facilitateur qui va un petit peu l'aider à passer cette étape-là. Et puis, surtout, apprendre à travailler en équipe. La médecine, ce n'est pas... C'est un médecin, des infirmiers, des soignants, tout le personnel de soutien. Il avait raison, notre ami M. Tlemcen, qui disait que voilà, il faut former tout. C'est ce qu'il faut faire à Alger aussi. Ça va de l'agent de sécurité. On lui apprend comment accueillir les gens, on lui apprend, et tout ça se fait dans la simulation, les gestes de sauvetage, de secourisme qui sauvent, etc. Voilà ce que c'est que ça peut être une salle de simulation. Il y a de plus belles dans le monde aujourd'hui. Et voilà, j'ai essayé de classifier un petit peu ce que nous avons sous la main. Les simulations de base, c'est des ateliers et stations, on peut tout faire, tous les procéduraux, tous les gestes procéduraux. On apprend à un étudiant, ça peut commencer par le secourisme, et puis on y va quand il passe à son stage d'infection. On lui apprend à faire une ponction dans les règles de l'art, une ponction lombaire. Mais avant tout ça, il y a des procédures, comment se laver les mains, et j'en passe. Donc ça va se discuter tout à l'heure dans un atelier ou même plus tard, pour essayer d'harmoniser un petit peu ce qui se fait. Donc, tous les gestes pratiquement médicaux, pour n'importe quel geste, il y a un mannequin adapté à ça. Et puis, il y a la simulation contextuelle, où là, j'ai compris qu'ils avaient en général, c'est 4 salles dans un centre de simulation, où on met une salle de déchocage pour les urgences et le polytrauma, un bloc opératoire où les anesthésistes et les chirurgiens travaillent ensemble, une salle mère-enfant, les accouchements, l'arrêt à nouveau-né, les pédiatres et j'en passe, une unité de soins intensifs, réanimation, la ventilation assistée, il y a des mannequins pour enseigner la ventilation, les unités de soins intensifs en pédiatrie, couveuses, etc. pour prendre un nouveau-né, et le préhospitalier, l'ambulance. Si j'en aurai le temps, je vous ferai défiler tout à l'heure, je vous demander aux techniciens de vous faire défiler des photos et des vidéos. Et puis la simulation de spécialité, qui est la simulation de spécialité, ça intéresse beaucoup plus les spécialités, les différents spécialistes. Un mannequin, par exemple, concernant l'OJO, ça peut concerner le neurochirurgien, le cardiologue, le réanimateur et j'en passe. Et vous avez énormément de mannequins pour faire de l'arthroscopie, on en a un pour faire la fibroscopie, et tout ce que vous pouvez imaginer. Après, c'est une question de budget pour pouvoir s'équiper. Et puis, vous avez un troisième type de simulation. C'est la simulation interactive, ils en ont parlé aussi, le jeu de rôle. On prend des acteurs et puis on simule des consultations de psychiatrie, des aspects médico-légaux,
Et on va voir l'étudiant comment il va réagir devant ça. Et puis aujourd'hui, vous allez sortir tout à l'heure, vous allez voir la démonstration et puis il va vous faire la démonstration. C'est le patient virtuel, vous mettez des lunettes et puis des manettes au bout des doigts et vous êtes dans une salle de consultation, dans une salle de déchocage, etc. Et vous pouvez imaginer autant de scénarios que vous le souhaitez. Et puis même, j'irai plus loin maintenant, j'ai vu ça dans le dernier 2023, cette année, des robots interactifs, Corée et Japon, qui vont venir nous bousculer un petit peu après. Voilà un petit peu pour le... Alors, les objectifs de formation, c'est de pratiquer des gestes médicaux, infirmiers ou autres, mais de façon sécurisée, d'expérimenter diverses techniques sur des mannequins ou à l'aide d'ordinateurs, de pratiquer les meilleures attitudes et modes de communication avec son patient, simuler des crises, bénéficier des formations en ligne, ça peut se faire, ça se fait de plus en plus, d'être certifié pour certaines habilités techniques, d'évaluer l'impact des soins donnés en simulation sur l'amélioration des soins aux patients. Il y a énormément d'études qui sortent maintenant pour dire qu'il y a un impact certain et d'implanter des processus, procédures et protocoles standardisés. Voilà comment ça devrait se dérouler, le déroulement d'une simulation contextuelle. Il y a l'instructeur qui est là, et puis il y a une vitre entre les deux, en 15 minutes pour expliquer, et puis on laisse l'étudiant avec un facilitateur à côté, quel que soit son... pour tout simplement faire le geste, et puis on crée des crises, on change des paramètres, le moniteur de problèmes tachycardie, baisse de tension, hémorragie, le mannequin 3G pleure, se cyanose, à toutes les... Et puis juste après, on entame, dès qu'il a terminé, on entame le débriefing dans une salle où l'étudiant, parce qu'il est filmé, va voir par lui-même ses propres fautes, il les détecte rapidement, puis au fur et à mesure, et on améliore les choses. Voilà, la progression dans la formation. On commence par l'apprentissage, puis on a une habilitation, on va aller vers le perfectionnement, la maîtrise, plus tard on deviendra référent, et ensuite on prend sa retraite. C'est un petit peu le chemin de toute la vie professionnelle. Donc je vais passer pour ne pas trop... Alors le personnel permanent, ça se discute. Ça, c'est l'objet des ateliers qui doivent... Mais en général, comment que ça se passe? Vous avez un directeur du centre, des chargés de la pédagogie, chargés de la programmation, des assistantes coordinatrices médicales. C'est-à-dire que le but de ça, c'est de dire que voilà, on ne peut pas être... Chaque jour, quelqu'un va venir. Un centre doit être dirigé comme un service, avec une programmation comme un bloc opératoire où les gens vont venir, parce que sinon, c'est la dégradation du matériel, tout simplement. Les programmes, ça se discute aussi, ça peut être des programmes de formation générale, ce que nous faisons, des formations qualifiantes plus tard, des formations diplômantes même, pour ceux qui souhaitent suivre dans la simulation, des formations de formateurs, formations spécifiques à la carte, pour certaines entités qui demandent une formation particulière, les formations post-universitaires et les compétences, on peut organiser aussi ça sous forme de masterclass. Tout ça peut se discuter ensuite avec les différents centres de simulation. Les autres missions, ça nous permet d'évaluer et contrôler la pratique médicale, respecter les procédures, assurer les mises à niveau du personnel soignant, appliquer et suivre les programmes de santé publique selon des protocoles précis, et puis habiliter et accréditer les structures de santé. Ça va on va faciliter le travail du ministère de la Santé. L'organisation du centre, de la formation, puis le corps enseignant, je vais passer rapidement puisque ça a été dit. Alors, les locaux, oui, on a vu quelques modèles tout à l'heure avec Alger Tlemcen. C'est souvent des stations techniques, donc où on met les étudiants en graduation.
Des salles de simulation un peu plus sophistiquées, on met de la post-graduation. Il faut avoir une surface pleine pour le poste, le pré-hospitalier, ou en dehors de toutes les activités en dehors de extramuros, en dehors de l'hôpital. Des ateliers spécifiques aux risques nucléaires, chimiques et bactériologiques. Je vous montre, quand j'ai fait mon stage en Afrique du Sud, c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui ne s'est jamais habillé de mettre une tenue étanche en plastique, pratiquement, et de respirer. C'est des températures qui avoisinent les 47 degrés. Il faut apprendre à boire. Imaginez que nous ayons un problème d'Ebola, un virus, des diarrhées hémorragiques. Et voilà, donc le personnel doit, à un moment ou à un autre, on doit réfléchir à les former. Vous avez vu déjà avec le Covid et l'utilisation de l'oxygène, il y a beaucoup de choses à dire. Les ateliers techniques de chirurgie particulière et puis les ateliers d'écho, et j'en passe. Il y a plein d'objectifs dans la simulation. Alors, c'est peut-être le problème, le moment, pour nous doyens, de réfléchir un petit peu au Collège national des experts. Ça a été proposé par notre ami de Mostar pour organiser le réseau, la société savante, etc. Et voilà, c'est la validation des programmes et j'en passe. Ça doit être discuté sérieusement. Alors, les groupements d'intérêt, c'est vrai, tout à l'heure, mon collègue de Tlemcen posait le problème du financement. C'est du matériel qui se dégrade rapidement, il faut s'utiliser. Il faudrait qu'on trouve, parce que les budgets ne seront jamais assez suffisants. Donc, il faudrait trouver des mécanismes pour que ces centres puissent s'autofinancer un petit peu par des formations qu'ils prodiguent, etc. Et j'y adhère parfaitement à cette idée. Le rallye, c'est quoi? Le rallye, c'est la quintessence de tout ça. Quand les gens sont formés, quand les gens maîtrisent, ils organisent ça au Japon, et c'est sérieux. C'est comme, vous vous souvenez, par exemple, à un moment donné, il y avait les activités sportives qui faisaient partie pour classer les universités. Et on voyait le duel, souvent entre Oxford et Cambridge, avec les Witwatersrand. Les Witwatersrand, c'est l'aviron. Et ça prenait beaucoup, c'est de la visibilité, l'université sera reconnue, etc. Maintenant, dans les pays asiatiques, souvent, le plus souvent, c'est le rallye médical. Le rallye médical, c'est des équipes qui sont rodées, qui maîtrisent parfaitement, et puis on leur crée un parcours de 10 stations. Sur les 10 stations, avec une grille de notation, les experts seront dans chaque station, et puis avec des notes qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'on peut vous laisser, moi particulièrement quand j'ai eu cette expérience, j'ai été un petit peu floué parce que je me suis précipité parce qu'il y avait un accouchement d'une femme. En même temps, il y avait quelqu'un son mari qui a fait un IDM. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui a agressé avec un couteau, un policier. Et j'ai eu un 0 bien pointu, parce que j'ai fait tout ce qui était nécessaire et la note essentielle dans tout ça, c'était d'avertir qu'il y avait un risque de 3e malade, il fallait ramener une ambulance. Donc voilà, si vous passez tout ça, et puis ça met en émulation, en compétition, les universités entre elles, les CHU entre eux, etc. Et voilà, ce n'est pas un jeu, c'est une procédure d'apprentissage. Et ça prend de plus en plus d'ampleur, ça intéresse beaucoup les jeunes, parce que voilà, ça les fait travailler l'année entière. Et puis même la population s'éduque, c'est-à-dire que vous passez dans un parcours urbain, et au métro, dans un hôtel, etc. Et les gens sont là, il y a un mariage, mais on vous laisse travailler parce qu'ils respectent votre job. Voilà. Ce n'est pas un jeu, je l'ai dit, c'est la recherche de la performance, amélioration de la créativité, de la réactivité, pardon, l'émulation, la réputation de l'institution, la gestion du stress, les états physiques, parce qu'on se fatigue. On se lève à 4 heures du matin pour se préparer, vous verrez quelques photos si on aura le temps. L'analyse de l'environnement parce qu'il faut être alerte et aussi l'improvisation éclairée et réfléchie pour trouver une solution à un problème qui se pose inopinément à vous.
Voilà un petit peu l'équipe dans laquelle j'appartenais. On vous apprend aussi les procédures, c'est-à-dire que si vous êtes chef de service, vous partez en congé, vous revenez, eh bien, l'infirmière qui est chargée de ça va voir comment vous vous habillez, est-ce que vous n'avez pas perdu vos réflexes. Voilà, je fais défiler rapidement. Ça, c'est dans un hélicoptère, comment gérer l'espace et comment se comporter dans un hélico ou dans une évacuation. Les enfants sont impliqués. Simulation de tremblement de terre. C'est une ambulance où tous les ambulances et les médecins qui travaillent en préhospitalier passent. Et on va voir comment ils vont se comporter dans l'ambulance, qui peut bouger aussi. D'accord? Ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Les outils, apprendre. Vous savez, récemment, il n'y a pas 2 jours, une étudiante de 6e année, je ne sais pas si elle est là, en 30 secondes, je n'exagère pas, elle a appris à placer un masque laryngé facilement. En une journée, elle a appris à intuber aisément, et on a fait même une vidéo, vous la verrez peut-être tout à l'heure, avec elle, alors qu'elle est étudiante en 6e année. Voilà, je ne vais pas monopoliser. Est-ce que la conférence de monsieur est prête? Alors, je vous cède le pas, quitte à revenir. C'est pour vous dire qu'en préhospitalier, ils travaillent même sous des trains, sous des avions, et j'en passe. Je fais défiler rapidement les photos, le temps que madame s'installe. Voilà, et voilà là où je me suis fait avoir, c'est cette station-là. D'accord? On était là. Et il s'est fait tirer dessus. Malheureusement, je n'avais pas prévu ça. C'est bon? Il y a une pause café. Une pause café? D'accord. Ça concerne les rallyes, bien sûr, parce que je savais que mes collègues allaient faire autre chose. Donc j'ai pris ça. Voilà comment ça se passe. Je termine et puis vous aurez d'autres vidéos. Je vous laisse aller déguster votre café et on se reverra dans un petit moment avec nos conférenciers étrangers. J'espère que les problèmes techniques seront réglés. Si entre-temps, monsieur Nouansria, s'ils ont des questions, on peut les poser pour 5-10 minutes, on doit répondre. Donc, monsieur Messeli, professeur... Hein? Est-ce qu'il y a des questions à poser?